rhumatisme. Nous remercions tout d'abord la Société congolaise de rhumatologie pour cette occasion qu'elle me donne pour pouvoir parler de l'échographie en rhumatologie, notamment plus précisément dans la polarité rhumatoïde. Je remercie également notre cher maître qui vient de passer tout à l'heure parce qu'il a prononcé un mot très intéressant, la rémission sans l'échographie, ce n'est pas une rémission. Donc, cette rémission doit être abordée avec l'échographie. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. De quoi parlons-nous? Vous savez que l'échographie, depuis ces dernières années, comme l'imagerie médicale, a connu d'énormes développements. Et en rhumatologie, l'échographie devient un outil incontournable dans la prise en charge de la polarité rhumatoïde précoce, mais aussi pour préciser le pronostic et évaluer la réponse aux traitements divers. Elle apparaît dans certaines recommandations déjà, d'où sa place qui est considérablement en rhumatologie. La Haute Autorité de Santé a commencé à parler de l'échographie depuis 2007 et cette place a été reprise par EULAR en 2016, et ceci grâce à un travail qui est fourni par le groupe Omera de l'imagerie. Depuis 2005, ce groupe avait commencé déjà à définir les lésions élémentaires au cours de la polarité rhumatoïde. Alors, en échographie osso-articulaire, on utilise deux modes. Nous avons le mode B, il est primordial, c'est un mode qui permet d'obtenir l'image anatomique sur l'écran, et donc l'image obtenue est retransmise en échelle de gris sur cet écran. Donc, c'est ainsi qu'on parlera donc, si l'image est l'image hypoéchogène, ce sont des images qui ont la même échogénité. Et si nous avons les images qui apparaissent hypoéchogènes, qui correspondent donc au liquide et aux épanchements, et nous avons également les images hyperéchogènes qui apparaissent blanches, ce sont les images qui correspondent le plus souvent à la corticale et au calcul. Le deuxième mode utilisé, c'est le mode Doppler, et ce mode Doppler permet d'évaluer le caractère inflammatoire de la lésion observée au cours de la polarité rhumatoïde et évaluer également l'activité de la maladie. Comme projeté sur cette image, vous avez vu que c'est une synovite qui est qui est active au Doppler. En pratique, les deux modes doivent être combinés pour avoir la belle image, pour avoir une décision sur le diagnostic et sur le traitement. Alors, quelles sont les lésions élémentaires? C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure que elles ont été définies depuis le 2017 par le groupe Omera. Et ainsi, donc, nous avons les lésions inflammatoires qui sont donc la synovite, la ténosynovite, l'épanchement articulaire, la bursite et l'activité Doppler. Ceci définit une polarité rhumatoïde active. Et nous avons les lésions destructrices qui sont essentiellement l'érosion articulaire. Elles définissent la polarité rhumatoïde érosive. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'épanchement intra-articulaire? C'est un matériel qui peut apparaître hypoéchogène ou anéchogène, qui est difficilement compressible, partiellement compressible à la sonde, bien sûr, de l'échographie. Et cet épanchement ne prend pas le Doppler. Alors, l'hypertrophie synoviale, c'est un matériel, une structure intra-articulaire qui apparaît également en hypoéchogène lorsqu'il s'agit d'une synovite aiguë ou soit en anéchogène lorsqu'il s'agit d'une synovite chronique. Mais cette synovite peut être le siège d'une vascularisation, notamment peut prendre le Doppler. Alors, la ténosynovite, c'est un épaississement qui peut être hypoéchogène, entouré parfois d'un liquide dans la gaine synoviale, et cette ténosynovite peut être le siège également de vascularisation, et donc au Doppler, appelé donc le Doppler positif. Dans le cas de la polarité rhumatoïde, l'érosion est définie comme étant une interruption brutale de la corticale, se présentant sous la forme d'un défaite corticale qui peut se présenter normalement sur les deux plans, donc la coupe transversale et la coupe longitudinale. Toujours dans la polarité rhumatoïde, on a ce qu'on appelle la haute érosion. Il s'agit d'une hypervascularisation synoviale Doppler positive caractérisée par une érosion qui est inflammatoire. Et ceci est le plus souvent pacdomonique
d'une maladie inflammatoire, en l'occurrence le plus souvent la polyarthrite rhumatoïde. Alors, pourquoi nous parlons de l'échographie dans la polyarthrite rhumatoïde? Mais c'est parce que l'échographie a montré ses avancées. Et ces avancées ont été déjà publiées, comme ça s'appelle, depuis 2019 par certains auteurs. Donc, ainsi, l'échographie en rhumatologie est plus sensible que l'examen clinique pour identifier une synovite minime et peut même aider à diagnostiquer cette synovite. Et l'inflammation échographique synoviale détectée par l'échographie peut prédire l'évolution vers un rhumatisme inflammatoire chronique indifférencié à des symptômes spécifiques à pas positifs vers une polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, la synovite infraclinique détectée peut être un facteur d'évolution structurale, même chez les patients en rémission, et l'échographie permet également de surveiller ces patients. Ainsi, quelques algorithmes ont été établis par Madame D'Agostino dans certaines situations rencontrées au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, si nous avons donc une polyarthrite rhumatoïde qui répond donc aux critères assurés là, il y a trois situations qui se présentent. Donc, on fait l'échographie. S'il y a suffisamment de synovite, donc on va retenir la polyarthrite rhumatoïde. En ce moment-là, on débutera un truc. Si il n'y a pas de synovite, il faut réévaluer le patient et qu'on reconsidère. Si les synovites sont insuffisantes, en ce moment-là, il faut également rassurer le patient et reconsidérer et faire une évaluation ultérieure. Chez les patients qui sont déjà sous DIMARS synthétique ou biologique, là, il n'y a pas de consensus. L'évaluation peut être faite à 6 mois ou à 3 mois ou 6 mois. S'il y a une mauvaise réponse thérapeutique, si l'échographie est réalisée, s'il n'y a pas de synovite, il faut reconsidérer est-ce que ce n'est pas une autre cause qui est à l'origine de cette mauvaise réponse thérapeutique. Si on a des synovites en ce moment-là, il faut changer le traitement, aller vers les paliers supérieurs selon les recommandations en vigueur ou faire les associations des DIMARS synthétiques. De l'autre côté, s'il y a une bonne réponse thérapeutique, l'échographie en ce moment-là va se présenter. Il y a 3 cas de figure qui se présentent. S'il n'y a pas de synovite, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie, donc on maintient le traitement, ou soit on commence à faire la dégression, surtout du traitement symptomatique, avant le traitement de fond classique. Si les patients sont sous traitement, sous DIMARS synthétique et qu'il y a la présence des synovites, en ce moment-là, on reviendra donc, il faut donc réévaluer cette patient, changer le traitement selon les recommandations en vigueur, aller vers la biothérapie ou soit vers les associations en fonction des facteurs de mauvais pronostic qui apparaissent. Si les patients sont sous biothérapie et qu'il y a un problème, il y a des synovites, donc en cas de en ce moment-là, on switch, on va vers une autre biothérapie ou soit on change de classe de biothérapie. Chez les patients en perte de réponse, là aussi c'est la même chose. L'échographie met en évidence les synovites, il n'y a pas de présence des synovites, on change de traitement. S'il y a absence de synovites, donc on réévalue le patient. Chez les patients en rémission, également là, c'est la même chose. Et donc, s'il n'y a pas de synovites, on continue le traitement, c'est-à-dire que la rémission, on peut maintenir le même traitement. S'il y a des synovites, on change de traitement selon les recommandations en vigueur. Soit on va vers la biothérapie ou on fait notamment les associations des DIMARS synthétiques en fonction des facteurs de mauvais pronostic. Quel site à évaluer alors? Il y a une multitude de possibilités dans la littérature. Le plus souvent, on utilise le score de DAS28 d'échographie de Dougados 2009. Et en pratique, les synovites sont recherchés essentiellement au niveau du poignet, du 2e, 3e MCP, 2e, 3e IPP, 5e MTP. Les ténosynovites, il faut les rechercher au niveau de l'ascenseur commun des doigts, l'ascenseur unaire du 4, le fléchisseur du 3e et 4e doigt, et les érosions au niveau de la cellule ulnaire du 2e, 3e MCP et du 5e MTP. Plusieurs scores également sont utilisés, mais la plus souvent, on utilise le score de semi-quantitatif qui a une bonne reproductivité et puis la sensibilité, une bonne sensibilité au changement. Ainsi donc, on a donc le score de Strulader. Le score de Strulader, c'est un score qui permet aujourd'hui de pouvoir stratifier l'évolution de l'épaississement synovial et du Doppler. Ainsi donc, ce score classifie l'évolution de la membrane synoviale en 4 stades. Le stade 0
vous avez donc une absence d'épaississement de la membrane synoviale. Le stade 2, vous avez une synovite minime, épaississement de la membrane sans bombement au-delà de la surface articulaire. Et puis, on a le stade 3 qui est une synovite sévère. Et cette fois-ci, l'épaississement est énorme avec au bombement au-delà de la surface articulaire avec une extension sur la diaphyse. De l'autre côté, nous avons ici le score pour évaluer également le stade évolutif du Doppler. 0, nous avons donc 0 points. Au grade 1, quelques points, généralement c'est 3. Il faut noter que le Doppler qui est pris en compte, c'est le Doppler qui se trouve au sein, c'est les points qui se trouvent au sein de l'articulation, pas en dehors. Et nous avons également le grade 2. Le grade 2, ici, on a les points confluents sur moins de la moitié de la surface articulaire. Et le grade 3, les points sont au-delà de la surface articulaire. Il y a un meilleur score, notamment sur le score qui a été publié par Mme Gasselou, associant notamment les scores combinés ELAR ou MERA, c'est le score PEDUS. L'avantage de ce score, c'est parce que ce score permet de combiner d'emblée l'épaississement synovial avec la membrane, avec le Doppler. Par exemple, nous prenons cette patiente, il y a une synovite au stade B, du fait que le Doppler va au-delà de la surface articulaire, donc ça devient une synovite sévère par rapport à ce score. Donc c'est très bon score. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe réellement en pratique? Nous avons pris donc un cas clinique. C'est une patiente de 28 ans, secrétaire. Sa maman est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde qui vient en consultation depuis 2 mois pour une polyarthralgie distale, pas de réveil nocturne, la rudeur matinale à 20 minutes. Il n'a pas de signe extra-articulaire, l'examen clinique est normal. À la biologie, on n'a pas un syndrome inflammatoire biologique, les sérologies sont négatives, mais on a les facteurs, les anticorps anti-CCP qui sont fortement positifs au-delà de supérieur à 3 fois la normale. Le reste du bilan immunologique est normal, la radiographie et l'échographie sont normales. Est-ce qu'on est dans la polyarthrite rhumatoïde ou pas? En ce moment-là, si on n'est pas dans la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'il manque un élément essentiel, notamment la synovite. On ne parle pas de la polyarthrite rhumatoïde sans synovite. Cliniquement, la patient n'a pas de synovite. Échographiquement, il n'y a pas de synovite. Ici, on n'est pas dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors, qu'est-ce que les recommandations des critères de recommandation ELAR 2010 disent pour classer les polyarthrites rhumatoïdes débutantes? Là, il faut qu'il y ait au moins une articulation gonflée sans autre explication, associée à une érosion typique de la polyarthrite rhumatoïde. Si oui, on retient la polyarthrite rhumatoïde, on débutera le traitement après avoir évalué. Sinon, on revoit les nouveaux critères s'ils sont remplis. Non, pas de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est ce que cette patiente n'est pas, on ne peut pas la classer d'emblée vers une polyarthrite. Donc, de base, il s'agit d'une période qu'on appelle la phase sérologique ou préclinique. Et cette phase sérologique ou préclinique, les appâts ou les facteurs rhumatoïdes peuvent rester positifs dans l'organisme d'une personne sans pourtant que la personne développe la polyarthrite rhumatoïde. D'où, au cours de cette évolution, ce sont des patients à suivre, puisqu'il y a déjà un facteur génétique, donc les facteurs environnementaux qui vont donc agir ultérieurement sur ces facteurs génétiques. Et puis, il y aura une cascade, la personne développera probablement les synovies. Ce sont des patients à surveiller. D'où les Irlandais donc, ont établi un score, le score d'Amsterdam, qui permet en fait de classer les patients progresseurs ou non progresseurs de la polyarthrite afin de les suivre pour pouvoir les classer ultérieurement vers une polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, ce score, si on a 0 à 4 points, le risque est fait. Si on a 5, 6, c'est intermédiaire. Si entre 7 et 13, le risque est élevé. Et donc, notre patient, pratiquement, elle est à ce niveau-là. Donc, le risque est élevé que cette patiente, ultérieurement, présente une polyarthrite rhumatoïde donc authentique. C'est cette patiente qu'il faut donc surveiller. Alors, 6 mois après, la patiente revient. Cette fois-ci, ce sont les arthralgies inflammatoires des 2 mains. Mais au niveau des pieds, les douleurs sont mécaniques. À l'examen, on n'a pas de synovite. L'indice articulaire à 6. Il y a le signe de SQTS est positif. Le reste de l'examen est normal.
le bilan biologique est attendu. Cette fois-ci, elle nous présente des radiographies. Les radiographies sont normales. C'est un cas typique. C'est une dame que nous avons reçue depuis 2018. Elle travaille dans une entreprise de la place. Et comme elle avait une assurance, donc on avait la possibilité de pouvoir suivre cette patiente jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'arrêter à ce niveau puisque les radios sont normales, les biologies sont attendues. Et nous anticipons sur l'échographie. Et voilà, l'échographie met en évidence, pourtant cliniquement, on n'avait pas de synovite. Et l'échographie nous permet aujourd'hui de voir que cette patiente avait une synovite, donc une synovite radiocarpienne qui était même active. Et donc, si on se contentait de l'examen clinique, seul, on devait attendre pendant longtemps pour que cette patiente cliniquement développe les synovites. Et au niveau des pieds, bien qu'ils sont difficilement examinables à l'échographie, vous voyez que la patiente avait les douleurs des pieds qui étaient mécaniques au niveau des MTP. Elle avait ses chaussures, elle marchait. Et lorsque on réalise l'échographie, on se rend compte qu'au niveau des pieds, elle avait des grosses synovites qui étaient même inflammatoires, donc qui étaient vascularisées, pendant que les douleurs étaient mécaniques. Donc c'est un message à passer que même si les douleurs sont mécaniques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de synovite, d'où l'intérêt de l'échographie. Ceci, comme je vous ai dit, depuis 2007, la haute autorité avait établi déjà un arbre décisionnel. Pour les patients suspects de polyarthrite rhumatoïde, si elle est suspecte, on adresse le patient vers le spécialiste, notamment le rhumatologue que nous sommes, pour pouvoir poser le diagnostic tôt et instaurer un traitement précoce. Alors, si les radiographies sont normales, c'est en ce moment-là qu'il faut rechercher les érosions par l'échographie. Aujourd'hui, il y a même l'IRM qui est associé. Bon, ce n'est pas l'objet de cette communication aujourd'hui. S'il y a un doute sur la présence des synovites, ne dites pas que mon patient est normal, n'a pas de synovites. On va les rechercher à l'échographie. Là, c'est une étude qui a montré la supériorité de l'examen clinique de l'échographie par rapport à l'examen clinique. Ils ont comparé l'examen clinique avec la radiographie, avec l'échographie et l'IRM des mains. Ils ont pris 80 et 60 pour l'arthrite rhumatoïde et ils ont examiné 840 articulations. Et on se rend compte que l'examen clinique, lorsqu'il n'y a pas de lésions sur la radiographie, permettait de mettre en évidence 22% des synovites, ainsi que lorsqu'il y avait des lésions sur la radiographie. L'échographie montrait pratiquement 53% et 51%, donc près au-delà un peu de la moitié des cas. Et les auteurs donc disent que l'examen clinique était donc moins performant puisqu'elle permet de mettre en évidence moins de la moitié des synovites. Et ceci, donc ça veut dire qu'en pratique, si on se contente juste de l'examen clinique, on va passer à côté beaucoup de synovites, beaucoup de polyarthrite rhumatoïde. D'où cet apport. Là aussi, c'est une étude dans le même sens. Ils ont pris donc les patients qui ont une polyarthralgie inflammatoire sans synovite, mais avec APA positif. En ce moment-là, ils ont réalisé l'échographie de part et d'autre pour voir les patients progresseurs et non progresseurs dans le. Donc, dans ce sens, ils ont inclus donc 136 patients avec un âge moins autour de 51 ans, avec une évolution vers 18 mois. Et donc, à l'inclusion, 96 patients avaient une synovite mode B et 30 patients avaient une synovite en mode Doppler puissance et 21%, une érosion précoce. Et donc, c'est pour vous dire que les érosions sont à les rechercher précocement parce qu'elles apparaissent précocement. Alors, c'est pour se dire qu'il n'y avait pas une différence. Et puis, Madame D'Agostino, elle avait un arbre décisionnel. Pour l'arthralgie, pour les arthralgies inflammatoires, ces patients qui ont les APA positifs, si cliniquement il n'y a pas de synovite, s'il y a des synovites, en ce moment-là, les critères assez là, ceux qui sont retenus, donc c'est la polyarthrite rhumatoïde qui est retenue, on débutera le traitement. Et s'il n'y a pas de synovite, en ce moment-là, on réalise l'échographie. Et s'il y a des synovites, on débute le traitement. Sinon, il faut rassurer le patient pour le revoir. Alors, la patiente revient avec un bilan biologique. On a un syndrome inflammatoire biologique là, et puis la créatinémie CRP normale. Cette fois-ci, on a un bilan biologique qui est fortement possible pour les deux, donc les facteurs rhumatoïdes. Là, le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde ne se pose pas problème. On retient selon les critères ACE. Et là,
Et donc, éventuellement, ce sont les recommandations. Il faut évaluer cette patient avant de traiter. Donc, l'index 28, qui est à 6,2, c'est une activité sévère. Et selon les recommandations, on débutera par le méthotrexate, qui est la pierre angulaire, associée plus ou moins à une méthode, à la corticothérapie faible dose. Et 3 mois après, la patiente revient au contrôle, elle va mieux. Cliniquement, la CRP est en train de se négativer, mais le DAS 28 est à 3,3, donc c'est une activité modérée. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, c'est une activité modérée. On réalise l'échographie et l'échographie nous met en évidence quoi? Une synovite, toujours radiocarpienne avec une ténosynovite des senseurs urinaires du quart qui apparaît avec une érosion même en regard. La ténosynovite est l'épalement de la polarité rhumatoïde, surtout quand c'est bilatéral, vous avez deux ténosynovites à l'échographie. Il s'agit probablement d'une polarité rhumatoïde. Et donc, ceci a été également démontré que lorsque l'échographie peut faire craindre, notamment l'évolution vers la destruction osseuse, lorsque la synovite n'est pas prise en charge. Ça aussi, c'est une étude qui a montré que si la ténosynovite n'est pas prise en charge, précocement n'est pas recherchée, il y a une évolution sur le plan structural. Et on analyse les multivariés, on voit que l'échographie osseoire articulaire, la ténosynovite de l'essentiel urinaire de quart avait pratiquement un risque de 4 multiplié par 4,21 pour que ce patient développe notamment. Et ça aussi, c'est une étude qui a montré également la supériorité de l'échographie. S'il y a une synovite active, peut entraîner donc des destructions osseuses pour ces patients. Alors, cette patiente revient donc 3 mois. Cette fois-ci, on avait optimisé le méthotrexate. Elle a un DAS 28 qui est à 3,1. On est donc en faible activité. On ne va pas accepter la fête de... Notre maître qui vient de passer nous a dit qu'il faut la rémission actuellement. Effectivement, cette rémission on doit exagérer. C'est une PR sévère débutante. On doit donc optimiser. On ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Et vous voyez que lorsqu'on réalise l'échographie, il y a toujours la ténosynovite du point de phase. Au nom de MTP, ça persiste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? C'est qu'il faut faire. Donc, est-ce qu'on va vers les biothérapies? Oui. Ou soit une association, les méthotrexate, ou soit une association des DIMAT. Non, l'idéal, c'était la biothérapie, mais nous ne disposons pas de biothérapie. On avait donc opté pour l'association de méthotrexate, salazopyrine, plaquenil. Mais il faut savoir que les Américains, ils utilisent aussi beaucoup plus cette association. Ça donne aussi, c'est juste un problème de tolérance. Et voilà donc 3 mois après, notre patient est en rémission avec un DAS 28 à 2,4. On ne va pas s'arrêter à ce niveau parce qu'il s'agit d'une rémission clinique, mais pas échographie. D'où on réalise l'échographie, on se retrouve toujours avec synovite. Pourtant, ma patiente est en rémission clinique. Donc, l'échographie a toujours un apport pour la décision du changement ou non du traitement. Le paradigme a changé, notre maître nous l'a dit tout à l'heure. L'objectif, c'est maintenant la rémission. Et cette rémission doit être une rémission clinique et échographique. Et quelques définitions pour la rémission. Vous voyez qu'il y a le DAS 44 qui nous parle il faut que ça soit inférieur à 1,6. Le DAS 28 qui est utilisé beaucoup plus en pratique. Il faut que la rémission, on parle de la rémission si il est inférieur à 2,6. Il y a aussi le CDR qui est un bon mot pour la rémission. Parce qu'aujourd'hui, la CERELAR veut que la rémission soit donc leur rémission parce qu'ils utilisent notamment le CDS qui inclut la CRP par rapport à la vitesse de sédimentation. Et dans cette rémission, il n'y a pas de limite pour les articulations. Or, le DAS 28, nous savons tous, a des limites pour les articulations. Si, par exemple, pour cette patiente qui avait des douleurs au niveau de MTP, or, le DAS 28 ne devait pas prendre en compte ces douleurs, ces MTP. Or, cette rémission, elle est beaucoup plus conseillée, c'est ce score pour la pratique, pour déclarer que le patient est en rémission. Comment faire au cours du suivi? Il n'y a pas de consensus. Et là aussi, vous voyez qu'il y a d'autres qui disent que tous les 6 mois, il y a d'autres souhaitables de temps à autre. Mais, vous allez voir dans d'autres, c'est mieux de faire au diagnostic. Donc, lors on pose le diagnostic, et tous les 3 à 6 mois pour adapter le traitement. Même lorsqu'il n'y a pas de signe clinique, il faut toujours jeter un coup d'œil pour voir si ça marche. La même chose, les études, la rémission clinico-biologique est différente de la rémission échographique, donc 40% des. Ça, c'est toujours la même étude qui nous montrait la supériorité de l'échographie par rapport à l'examen clinique.
Est-ce qu'il faut toujours chercher cette rémission échographique? Il y a d'autres études qui sont discordantes. Ici, c'est une étude qui est l'étude TASER qui a comparé notamment les groupes cliniques et échographiques, et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de différence sur l'évolution structurale, l'évaluation structurale et sur les patients contrôle versus échographie, et même sur la réponse ACR, c'était la même chose, il n'y avait pas de différence. Là aussi, ACTIC, et aussi c'est une étude qui a étudié également la même chose, mais ici, ils étaient trop sévères. Ils ont dit l'échographie, à l'échographie, on ne doit pas avoir un Doppler possible. C'est une chose qui est difficile. Il y a eu des polémiques qui sont apparues, mais Madame D'Agostino dit que ce n'était pas le problème de l'échographie, elle réalise l'échographie, c'était plutôt le problème de la méthodologie. Dans cette méthodologie, les évaluateurs étaient les échographiques, chose qu'ils ne devaient pas faire. Donc, le message clé à faire passer, c'est que l'échographie a sa place dans la polyarthrite rhumatoïde, notamment dans le diagnostic précoce et dans la définition de la polyarthrite rhumatoïde active et dans la recherche des érosions, même si pour la rémission dans le suivi de traitement, les 2 dernières études sont condamnées, ce sont les études, mais ce qui est essentiel, mettons-nous à l'échographie, tous les rhumatologues, d'où il faut que nous nous formons pour que nous changions le visage de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Merci, Monsieur le Président.